Alors, bonsoir tout le monde. Nous sommes de retour. Assez de capsules préenregistrées. Maintenant, on passe à la partie en direct. Salut Simon, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Juste quelques mots, quelques messages techniques. Donc, comme Michael a mentionné, il y a une période de questions à la toute fin, une quinzaine de minutes, mais on va prendre les questions qu'on peut. Je vous demanderai d'essayer de poser des questions, évidemment, en lien avec le sujet, si possible, pour que Simon puisse intervenir et répondre, évidemment. J'ai déjà quelques questions qui sont rentrées, qui seraient techniquement adressées aux gestionnaires qui viennent de faire les capsules. Donc, je vais les garder, puis je vais faire un suivi avec les personnes qui nous ont envoyé les questions. Comme ça, vous aurez les réponses des gestionnaires, évidemment, précédents qu'on n'a pas en direct. Donc, Simon Sénécal de AlphaFix. Simon est titulaire d'une maîtrise en finance de l'Université de Sherbrooke. A débuté sa carrière en 2004 en tant qu'analyste chez Montoscope Bolton. A travaillé de 2009 à 2016 comme gestionnaire de placement et de trésorerie à la Commission de la construction du Québec et chez AlphaFix depuis 2017. Alors, on a préparé, un peu comme l'entrevue précédente, les deux entrevues précédentes, quelques questions pour Simon. Alors, on va y aller dans le vif du sujet. Simon, parle-nous, qu'est-ce qu'une obligation d'impact? Bien, merci Louis. En partant, je vous remercie de m'accorder le temps d'être ici en direct, être le seul en direct. Je me sens spécial d'ailleurs. Donc, on va commencer dans le vif du sujet, une obligation à impact. Là, je vais commencer en force en vous lisant une définition. Donc, une obligation à impact, c'est toute obligation dont les capitaux servent exclusivement à financer ou refinancer, on va y revenir, complètement ou en partie, on va y revenir ça aussi, des projets à retombée environnementale ou sociale positive. Donc là, je dis financer ou refinancer parce que c'est autant, Louis, des projets, des nouveaux projets ou des projets qui sont déjà existants, dont la dette qui finançait le projet vient à échéance. Et complètement ou en partie parce qu'il peut y avoir plusieurs formes de financement. Donc, ça peut être de l'équité ou de la dette, comme ici par obligation à impact. Puis, à ce moment-là, on va tout simplement s'approprier une portion de l'impact social ou environnemental du projet au complet. Donc, ça, c'est la définition formelle. Si on passe à la page suivante, on voit un petit peu plus de façon, je vais pouvoir imager ça un petit peu plus. Donc, en tant qu'émetteur, on peut avoir des gouvernements. Donc, ça peut être tous les paliers, donc les municipalités, les provinces, les pays souverains aussi. Les organisations supranationales, donc que ce soit la Banque mondiale, la Banque de développement économique européenne, donc toutes les organisations de banques de développement économique, finalement. Puis les sociétés, qui sont les compagnies, donc on en a dans toutes les industries. Donc ça, c'est des émetteurs qui ne sont pas verts ou qui n'ont pas une mission sociale nécessairement à 100 %, mais qui peuvent mettre, comme on dit, une clôture autour des fonds levés par l'obligation et octroyer ça à des projets environnementaux ou sociaux. Pour les risques de crédit, on dit que les obligations à impact sont pari passu avec les obligations régulières. Ça, Louis, ce que ça veut dire, c'est que bien, Louis le sait, mais ils sont émises au même niveau dans la structure de capital que les obligations régulières, c'est-à-dire qu'elles comportent les mêmes risques de crédit, mêmes risques financiers. Donc, on va voir plus tard, probablement, ça veut dire qu'on va avoir les mêmes rendements. Ensuite, l'utilisation des fonds, je l'ai mentionné, c'est très important, je vais y revenir aussi souvent, parce que si on n'a pas un impact environnemental ou social positif pour 100 % des fonds récoltés par l'obligation, tout le concept tombe. Donc, ça, ce qu'on parle, c'est les obligations, disons, encore une fois, je le mentionne, émises par les émetteurs qui ne sont pas verts ou avec mission sociale à 100 % en soi. Mais on a un deuxième concept d'obligation à la page suivante. C'est les obligations qu'on appelle de société ou d'émetteurs qu'on dit pure play. Donc ça, c'est des émetteurs qui, selon notre définition, vont avoir 90 % de leurs revenus qui proviennent d'activités sociales ou vertes, donc provenant d'une liste de projets éligibles. Donc ça, on peut avoir des projets plus spécifiques, puis l'émetteur comme tel est vu comme étant vert ou à mission sociale carrément versus la définition de l'obligation avec étiquette à impact. Donc, bon. Ça va pour ça, oui. Mais donc, tu as parlé de quelques concepts. Vert, social, justement, c'est quoi la différence entre les obligations vertes,
obligations sociales, durables, etc. Oui, donc à la page suivante, à la page 7, on voit les concepts ici d'obligations vertes, sociales et durables. Donc l'obligation verte, ça va de soi, c'est une obligation qui finance des projets environnementaux. Obligation sociale, c'est des projets sociaux. On va vous montrer des exemples un petit peu plus tard, vous allez voir. L'obligation durable, là, il y a une petite différence, mais vous l'avez peut-être deviné étant donné qu'elle est dans plein milieu, c'est que ça peut financer autant des projets environnementaux que sociaux, que ce soit 100% de un ou de l'autre ou un mélange des deux. Donc, lorsque les émetteurs émettent ces obligations-là, ils se basent sur des lignes directrices émises par l'International Capital Market Association, qui a mis en place 4 lignes directrices qui s'appellent les Green Bond Principles, les Social Bond Principles ou les Sustainability Bond Guidelines. Puis là, oui, il y en a 3, mais je veux dire, les Green Bond Principles ont 4 lignes directrices qui sont le numéro 1, c'est le plus important, c'est l'utilisation des fonds, comme je l'ai dit, sinon le concept tombe. Donc, ça doit être pour des projets sociaux ou environnementaux. Ensuite, l'émetteur doit avoir un processus pour évaluer et sélectionner les projets. Donc, ils mettent normalement un comité en place à l'intérieur dans l'organisation. Ensuite de ça, on doit gérer les fonds. Donc, ça, c'est-à-dire qu'on met des écritures comptables distinctes pour suivre l'octroi de fonds à des projets spécifiques ou on a un compte de banque carrément séparé. Puis, tout ça pour le 4e principe. Donc, on doit faire de la reddition de comptes sur l'utilisation des fonds et l'impact environnemental ou social généré par les projets. Alors, ça va comme ça pour le 2e niveau de définition, mais là, on va passer un petit peu plus dans le détail parce que les lignes directrices émises par les Green ou les Social Bond Principles, pour le numéro 1, qui est le plus important, c'est bizarre parce qu'étant donné que c'est le plus important, ça aurait dû être plus strict, mais les catégories suggérées par les Green ou Social Bond Principles sont assez à haut niveau. Donc là, quand on vient dans le domaine de l'environnement, on veut avoir quelque chose de strict qui est basé sur la science. Donc, je m'adresse à des ingénieurs, donc je pense que ça vous parle, ça. Donc, basé sur la science, c'est-à-dire en ligne avec l'accord de Paris. L'accord de Paris veut qu'on limite le réchauffement climatique à 2 degrés, qu'on fasse des efforts pour limiter à 1,5, donc qu'on doit être carboneutre en 2050. Donc pour ça, c'est-à-dire que si on va, disons, dans les procédés industriels, qui est le petit cercle gris en bas, si on fait de l'efficacité énergétique pour une raffinerie, par exemple, ça ne va pas, même si on diminue notre intensité carbone significativement à chaque année. Parce que dans l'économie de demain, on ne veut pas nécessairement avoir d'énergie fossile pour se rendre à notre 1,5 ou 2 degrés. Donc là, c'est sûr qu'il y a une transition, mais les obligations vertes, c'est quelque chose de plus pur. Donc, on se fie sur les lignes directrices qui ont été émises ici par la Climate Bonds Initiative, qui, soit dit en passant, c'est un ONG, dans le fond, qui se dédie au monde des obligations vertes. Puis, soit dit en passant, ils ont travaillé avec l'Union européenne pour mettre en place la taxonomie verte, donc la liste de projets éligibles bons pour l'environnement que l'Union européenne a mis en place. Ensuite, si on va à la page suivante, au niveau des obligations sociales, on n'a pas comme ça de taxonomie claire qui est bien définie, non seulement par des gouvernements, que ce soit l'Union européenne ou des ONG. Donc, on va rechercher, disons, pour nous aider, les objectifs de développement durable de l'ONU, qui ont 8 de leurs 17 objectifs qui sont liés à des enjeux sociaux, que ce soit pour enrayer la pauvreté, la faim dans le monde, pour la santé ou l'éducation, pour nommer juste ceux-ci. Donc, dans le fond, il y a des objectifs, mais on peut aussi regarder il y a des cibles et des indicateurs sous-jacents qui nous aident à déterminer quel type de projet qu'on pourrait financer. Puis ça, c'est un bon cadre en attendant que l'Union européenne mette en place dans les quelques années une taxonomie pour les enjeux sociaux. Donc, ça va côté... Donc, j'imagine qu'il y a plein de questions qui peuvent être générées avec tout ça. Probablement. Puis, ça va pour moi pour mettre la table pour les définitions. Bien, justement, la prochaine, ça semble paradoxal. Est-ce qu'il peut y avoir des obligations vertes dans le secteur de l'énergie comme tel? Oui, ça, c'est une très bonne question, Louis. Puis, la réponse, en gros, c'est oui. Puis, une chance parce que la majorité des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre proviennent du secteur de l'énergie. Donc là, on voit ici, dans le secteur de l'énergie, de quel type d'industrie les émissions de gaz à effet de serre proviennent. Puis on voit que c'est majoritairement, puis ça suit dans le temps, là. Puis on voit aussi que les émissions de gaz à effet de serre augmentent dans le temps, ce qui n'est pas une bonne chose, on veut l'inverse. Mais on voit que les émissions proviennent majoritairement du secteur de la production d'électricité et des transports.
Donc, ça tombe bien parce que majoritairement, dans l'univers d'obligations vertes émises à travers le monde, on voit surtout des émissions qui vont financer des projets d'énergie renouvelable, puis des projets de transport en commun ou d'électrification des transports. Donc, on s'entend, comme on dit des fois, on cogne sur le bon clou, là. Ensuite, bon? Oui, ça va pour ça. Écoute, ça nous amène, j'ai oublié de vous mentionner que nous allons avoir des questions quiz. Donc, ça nous amène à notre première question quiz, justement. Il y en aura 2. Première question. Vous allez tous pouvoir voter à la maison. Donc, attendez un petit instant, vous allez voir les choix de réponse. Comparativement à l'énergie éolienne, une centrale au charbon émet combien de fois plus de gaz à effet de serre par unité d'électricité produite? Donc, choix de réponse. Donc, est-ce qu'on parle A, 1,58 fois, 15,8 fois, 158,1 fois ou 1581 fois plus? On a hâte de voir vos réponses, mais gardez en tête... Mes attentes sont élevées de nos clients ingénieurs, donc effectivement. À suivre. Donc, moi, je pourrais dire, attendez-vous à ce que... Tu sais, on sait qu'il y a une grande différence au niveau des émissions de gaz à effet de serre entre l'énergie renouvelable et l'énergie fossile. Puis là, on a des extrêmes, là. Ensuite de ça, c'est pourquoi la transition, c'est important dans cette industrie-là. On attend quelques instants que les gens répondent. Ça ne sera pas bien long. Je pense que les réponses rentrent tranquillement. Ouais. Comme je vous disais, il va y en avoir une deuxième. Je rappelle que l'énergie fossile ne devrait pas faire partie de l'économie de demain. Donc, tranquillement, on transitionne ailleurs. C'est bon. Donc, allons-y avec les réponses. Ah, quand même. Et donc, c'est moi qui... C'est 43 % des gens ont eu raison. La réponse était bel et bien D. Mais quand même 46 % des gens qui ont dit C. Ouais, alors, je t'amène au comparable. Oui. Puis ça, je crois que c'est juste normal que les gens n'osent pas toujours mettre la pire, la A ou D. C'est souvent dans le milieu. Donc, je comprends votre comportement. Donc, on voit ici la réponse. Oui, puis on voit l'éolienne qui a un facteur d'émission de 0,7 tonnes de CO2 équivalent par gigawattheure produit d'électricité, comparé au charbon, donc les centrales au charbon, 1170. Donc, on voit ça, comme on disait, c'est pas mal les extrêmes. Puis ça nous amène à évaluer aussi la production d'émissions de gaz à effet de serre selon le mix de production d'électricité au Canada versus dans le monde. Mais on s'entend qu'on s'attaque au Canada, on a 60 % en hydroélectricité, plus les autres formes de renouvelables qui nous amènent au-dessus de 60 % en renouvelables, versus à travers le monde où est-ce que charbon, pétrole et gaz naturel combinés est au-dessus de 60 %. Donc, c'est pour ça qu'on a une aussi grande différence entre 156 et 593 en termes de mix de production d'électricité. Alors, par rapport à ça, on peut aller voir, quand on regarde, je vous avais parlé d'émetteurs pure play au début. On a un exemple ici au Canada, un projet, ça s'appelle Arrow Lakes Power. Donc, c'est un projet d'hydroélectricité sur la rivière Columbia en Colombie-Britannique. Puis ça, étant donné que c'est un pure play, ils ne sont pas tenus de rencontrer les prérequis des Green Bond Principles pour émettre une obligation verte à étiquette. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer nous-mêmes l'impact environnemental du projet. Pour ce faire, ce qu'on regarde, c'est qu'on regarde notre mix en haut à droite, comme je vous ai montré précédemment, qui a 60 % d'hydroélectricité, mais qui a quand même d'énergie fossile, qui donne pour la quantité d'électricité produite par ce projet-là annuellement, la grande barre bleu foncé en bas à droite, qui sont les émissions de gaz à effet de serre qui seraient produites qui seraient émises dans l'atmosphère si on produisait la quantité d'électricité produite par le projet annuellement. On compare à ça le petit, dans le fond, rectangle bleu foncé à côté. Donc, on a plus de 10 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre produites par le projet d'hydroélectricité, qui fait qu'on dégage des émissions potentiellement évitées. Donc ça, c'est un concept d'impact environnemental. On réduit les émissions de gaz à effet de serre, malgré qu'il y en a quand même. Donc ça, c'est pour ça que c'est important de sourcer avec l'hydroélectricité et les autres formes
sources d'énergie renouvelable. On voit aussi en bas à gauche qu'on peut contribuer aux objectifs de développement durable de l'ONU, puis un projet d'hydroélectricité peut contribuer à 4 des 17 objectifs de développement durable. Donc, c'est pas rien. C'est un bon exemple. Pourquoi tu nous parles pas un petit peu des exemples aussi que tu avais justement d'obligations vertes, sociales, durables? Là, je pense qu'il y en a quelques-unes qui s'en viennent. Oui, donc on a un exemple ici que probablement la plupart des gens en ligne reconnaissent. Donc, la province de Québec qui a financé une partie des projets de transport en commun, comment on pourrait dire, d'amélioration du transport en commun, parce qu'on se souvient, les anciens wagons de métro dataient des années 60, je crois, bien avant que je sois né. Puis maintenant, avec les wagons Azur, on a une meilleure expérience de transport en commun. On doit aussi entretenir l'infrastructure, avoir des voitures hybrides ou des autobus, excusez-moi, hybrides ou éventuellement électriques. Puis il y a aussi le gros projet du réseau express métropolitain, le REM, qui rentre dans une autre obligation du Québec. Donc, on voit que l'obligation du Québec a respecté les lignes directrices des Green Bond Principles pour l'utilisation des fonds et tout. Puis, on peut contribuer à 3 des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qu'on va appeler ODD pour la suite. Pour la suite. Ça fait juste plus court. C'est bien. Donc, on a un exemple d'obligation sociale. Ensuite, c'est la Ville de Toronto qui a relocalisé le refuge Seaton, qui a ajouté 1000 lits dans le refuge, donc pour les personnes âgées, les femmes, les enfants et les familles dans le besoin. Donc, on s'entend ici qu'on touche à des enjeux sociaux, pour aider les gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté et pour aussi la santé et le bien-être de ces gens-là. Donc, on voit ici... je vais en reparler plus tard, mais les projets sociaux, normalement, vont plus être financés par des organisations gouvernementales ou des agences gouvernementales, ou encore là, les banques de développement économique, les supranationales que je parlais tantôt, comme la Banque mondiale, étant donné qu'il n'y a pas un aspect lucratif comme qu'on peut voir dans les projets d'énergie renouvelable. Donc, c'est malheureux, mais en même temps, au moins, on a les gouvernements et les banques de développement économique pour nous aider à ce niveau-là. Mm-hmm. Un exemple ici d'obligation durable, on voit la financière Sun Life qui, dans le fond, obligation durable veut dire qu'ils suivent les Sustainability Bond Guidelines de l'ICMA, l'International Capital Market Association. Puis, eux, on voit ici la liste de projets qui va de l'énergie renouvelable, bâtiment vert, efficacité énergétique. Donc, ces 3 types de projets-là sont liés à un impact environnemental positif. Il y a aussi l'accès aux soins de santé et la lutte contre l'itinérance. Donc, on voit que cette panoplie de projets-là, qui est plus large qu'une obligation sociale ouverte, permet justement de contribuer à un plus grand nombre d'objectifs de développement durable, ODD, je me suis encore fait prendre. Donc, on voit ici qu'on contribue à 6 des 17, à même une obligation. Donc, c'est quand même bien. Mm-hmm. Puis ici, c'est pour vous donner un petit peu une idée de quel nom qu'on peut voir comme émetteur, que ce soit des gouvernements ou des sociétés à travers le Canada. Ici, c'est l'éventail d'émetteurs qu'on a en devise canadienne. Donc, on voit EDC, je parlais d'organismes gouvernementaux, donc Export Development Canada, qui a été le premier émetteur, Louis, d'obligations vertes au Canada. Ensuite, on est suivi de l'Ontario, Québec, les 2 seules provinces. On a Ottawa, Toronto, Vancouver, les 3 seules municipalités. J'ai essayé Montréal, mais ils disent qu'ils n'étaient pas équipés pour ça. Mais sinon, le reste, c'est qu'on voit des sociétés. Donc, dans toutes les industries, on peut voir dans l'immobilier, la production d'électricité, comme je parlais tantôt. On a aussi des émetteurs de transport. Transligne, c'est un petit peu au niveau de municipalité, mais à Vancouver, donc le transport en commun et le transport durable, ça peut être autant les pistes piétonnières que pistes cyclables, excusez-moi. Puis, côté obligations sociales, juste pour vous montrer que ça bouge très vite dans le marché, à ces 2 émetteurs, on peut ajouter la Banque Royale qui a émis aussi une obligation sociale pour financer des compagnies qui sont soit dirigées par des femmes ou qui ont un certain ratio de femmes dans le conseil d'administration ou dans la haute direction. C'était la même chose pour CIBC. Donc, on reconnaît bien ces efforts-là pour l'industrie au Canada. Puis, Toronto, qu'on en a discuté
discuté récemment. Sun Life, au niveau des obligations durables aussi, on en a discuté. Puis Concordia, c'est pour un bâtiment éco-énergétique qui va servir à la recherche scientifique. Donc, on touche autant à l'éducation qu'à un enjeu environnemental, excusez-moi, qui est lié aux bâtiments verts, donc qui ont besoin de moins d'énergie, entre autres. Intéressant. Je vois plusieurs, évidemment, des émetteurs qu'on reconnaît qui émettent des obligations traditionnelles. Là, tu as scoopé un petit peu la prochaine question au début, là, mais c'est sûr que dans une stratégie obligatoire de ce type-là, on est en droit de se demander, est-ce qu'il y a une différence de rendement d'investir avec un émetteur, l'obligation verte ou l'obligation régulière? Oui, effectivement, j'en ai parlé un peu, mais on va voir à la page suivante. Là, on peut l'imager vraiment. Là, pour vous expliquer comment ça fonctionne, une obligation, c'est émis avec un terme, donc une date de maturité, une date d'échéance, et un rendement, étant donné cette date de maturité, et du risque de crédit de l'émetteur. Ici, on a ce qu'on appelle la courbe Québec. Donc ça veut dire tous les points bleus qu'on voit à l'écran, c'est des obligations régulières de la province de Québec. On voit qu'il y a une échéance donnée, les dates en bas, puis dans l'axe de l'ordonnée, les Y, on a un taux de rendement, étant donné l'échéance et le risque de crédit de la province. Donc là, si on a une obligation verte qui est émise, donc là, on a l'exemple, le petit point vert, qui est l'exemple du 14 février. C'est un beau cadeau de Saint-Valentin en 2019. Donc, leur 4e émission d'obligation verte. On voit qu'elle est exactement en ligne avec les 2 points bleus adjacents. Ça, c'est-à-dire, Louis, que si ça avait été une obligation régulière de la province, elle aurait été émise exactement au même point. Parce qu'étant donné le risque de crédit et la maturité, que le point soit bleu ou vert est émis au même endroit. Donc, on a le même rendement, on ne paye pas plus cher. Donc, c'est facile pour nous, après, de vendre un portefeuille d'obligations vertes, d'obligations durables, étant donné que le risque est le même. On a le même rendement. Donc, nos clients sont contents. Puis, nous, ben, on peut répondre à vos besoins. Donc, ça, c'est super. Puis... ouais, ça va pour ça, je crois. Ouais. Je pense que ça nous amène à la deuxième question quiz que nous avions préparée. Alors, selon le Forum économique mondial, quel groupe de risques est le plus important en termes d'impact pour les prochaines années? Donc, les choix de réponse, les risques sociétaux, économiques ou environnementaux. Forum économique mondial? Oui, donc le Forum économique mondial, on s'entend, ce souci de l'économie dans le monde. Donc, ils produisent beaucoup d'études économiques mondialement. Puis ça, dans le fond, ils envoient un questionnaire annuel pour émettre leur éventail de risques mondiaux annuels. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent aux décideurs à travers le monde des milieux académiques, privés et publics, quels sont, selon eux, les plus grands risques pour l'année à venir dans leur industrie. Donc là, c'est sûr que on peut s'attendre à ce que... OK, je ne vais pas voler le punch. Oui, c'est ça. OK, donc je pense qu'on est prêt, on va y aller. Haut la main, risques environnementaux, et je pense que tu t'as arrêté juste à temps. Donc, OK, mais... c'est petit, peut-être tu peux prendre la peine d'expliquer les axes ici. Oui, je vais expliquer ça un petit peu. Puis premièrement, OK, donc l'axe, dans le fond, l'axe horizontal, c'est les probabilités d'occurrence de chacun des risques. L'axe vertical, c'est l'impact si jamais ces risques-là se produisent. Là, on parle d'impact. Oui, donc là, ce qu'on veut, dans le fond, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait le moins de risques possible en haut à droite. Là, on voit malheureusement qu'il y a beaucoup de losanges verts en haut à droite qui sont reliés aux risques environnementaux, liés à la perte de biodiversité ou au changement climatique. Et soit dit en passant, ces losanges verts-là qui se sont vraiment promenés en haut et à droite au cours des 10 dernières années parce qu'on s'entend que les changements climatiques, ça fait partie de notre quotidien. De plus en plus, on entend parler dans les médias et c'est ça. C'est pour ça que les obligations d'impact, c'est important. On voit, par exemple, les maladies infectieuses qui sont apparues dans le sondage 2021. On se demande bien pourquoi. C'est probablement pour ça qu'on n'est pas ensemble aujourd'hui puis qu'on est dans un studio, Louis, mais c'est ça. Donc, maladies infectieuses, on s'entend que ça l'a frappé fort en 2020. Donc, lorsqu'il y a eu le sondage, les gens ont dit qu'éventuellement, dans les prochaines années, ça devrait rester, puis ça nous guette un petit peu plus, comme on dit. Donc, est-ce qu'il y a eu un impact sur le marché?
Eh bien oui, ce qui a eu comme impact sur le marché dans le monde des obligations durables, c'est qu'en 2020, on a eu une panoplie de nouveaux émetteurs ou des émetteurs récurrents qui ont émis, c'était exponentiel le nombre d'obligations qui ont été émises. Il y a même des nouvelles étiquettes qui ont vu le jour. Donc, on a vu les Corona Bonds, les COVID Bonds, les Pandemic Bonds. Donc, c'est toutes des obligations sociales qui viennent toucher, avec une étiquette différente, mais qui viennent toucher des enjeux sociaux et économiques par la pandémie. Donc, que ce soit le chômage, la santé, pour nommer que ceux-ci. Mais, disons, on a quand même toutefois eu beaucoup plus d'émissions d'obligations vertes parce que, comme je vous dis, la toile de fond demeure à les risques liés au changement climatique. Ça va être présent jusqu'à ce qu'on prenne ça au sérieux, sérieusement. Super. Bien, écoute, je pense qu'on arrive à la fin. On va débuter la période de questions. Je te remercie énormément de t'être prêté au jeu. Je pense que ça nous éclaire un peu sur ce que c'est justement les obligations impact, puis pourquoi nous, on a décidé de lancer ce fonds-là. C'est ce que je voulais dire au début, de vouloir contribuer positivement. C'est par le biais, par exemple, de financement dans ce cas-ci. Donc, on a quelques questions. Je vais mettre ici à la bonne place. Donc, j'ai une question. Est-ce que l'impact environnemental des projets, j'imagine, est évalué par des tiers, par exemple le BAP au Québec? Il n'y a pas, dans le fond, le processus peut être fait à l'interne. Ça revient à l'émetteur de décider s'il veut avoir une tierce partie pour venir valider ses chiffres. Okay. On s'entend que de plus en plus, les investisseurs, les gestionnaires de fonds comme nous, connaissent les projets, les types de projets et ont des bases de données pour évaluer. Donc, malgré qu'il n'y a pas une tierce partie qui vient valider comme un auditeur pour les états financiers, on s'entend que nous, ça nous arrive en tant que gestionnaire de portefeuille plusieurs fois par année de trouver des erreurs, des chiffres qui sont un petit peu à l'extérieur de ce qu'on aurait comme selon nos normes et nos bases de données. Donc, on peut communiquer avec les émetteurs et s'entendre puis détecter des erreurs, justement. Mais en général, les processus sont bien mis en place à l'interne chez l'émetteur. Ouais. Donc, ça amène une question. Qu'est-ce qui arrive si l'émetteur ne respecte pas l'engagement par rapport à l'émission de financement? Oui, ça, c'est une autre bonne question parce qu'on parle souvent du côté légal. Une obligation, c'est émis sous prospectus ou offering memorandum, donc un document légal dans lequel il y a de l'information sur les risques de défaut, sur les paiements de coupons, donc les paiements d'intérêt, le repaiement du principal à la fin, mais c'est tous des aspects financiers, contractuels, légaux. Mais quand on arrive au niveau de l'impact environnemental ou social, il n'y a pas d'aspect légal, mais on s'entend, il n'y a pas aucun risque, Louis. Le risque est très présent et il est réputationnel pour l'émetteur. Donc, il y a quelques exemples qui sont survenus dans le passé où est-ce que les émetteurs se faisaient prendre avec justement des capitaux qui n'étaient pas octroyés au projet finalement. Puis on s'entend que les investisseurs sont pris avec une obligation que j'aime dire souvent, la joke plate, oui, je vais la faire, OK, sont pris avec un citron vert dans leur portefeuille. Donc, c'est bon pour les projets environnementaux, mais finalement, c'est un citron. Donc, même s'il est vert, ça reste un citron. On ne veut pas ça. Puis ça, bien, ça guette l'émetteur par la suite, donc ils n'auront plus la confiance des investisseurs ensuite. C'est pour ça qu'ils suivent les bonnes pratiques normalement. Avant de passer à la prochaine question, Hugo, est-ce qu'on a des gens qui attendent pour poser des questions? Non, Louis, pas de questions de mon côté. Parfait. Donc, j'en ai une autre ici. Je pense que c'est plutôt large, là. Ça va te mettre sur le spot un petit peu. Quelle est l'entreprise la plus intéressante que tu connais qui émet des obligations vertes à risque et rendement compétitif? Donne-moi un exemple d'une compagnie intéressante qui finance un projet intéressant, peut-être. OK. Il y a... Réponse large, il y en a plusieurs, mais vu que c'est facile puis vous allez pouvoir l'imager, on a parlé d'Arrow Lakes Power tantôt. Donc, Arrow Lakes Power, c'est un projet. Donc, il y a 300 millions qui vont au projet.
les ventes d'électricité, les contrats de vente d'électricité avec un prix prédéterminé, les contrats vont jusqu'à après la maturité de l'obligation. Donc, on s'entend que quand on regarde le risque de ça, premièrement, la notation de crédit des agences de notation de crédit reflète ces risques financiers-là qui sont pas très grands, mais aussi on finance un projet qui est purement d'énergie renouvelable, puis dont les risques financiers sont contrôlés. Fait c'est un bon exemple d'un émetteur. Puis, étant donné qu'on a montré un petit peu comment on calculait l'impact et tout, vous pouvez mieux l'imaginer. Je pensais que c'était un bon exemple. Oui, absolument, absolument. Je regardais la prochaine. Je ne sais pas si tu vas pouvoir nous éclairer, mais regarde, je te la lance puis tu me dis ce que tu en penses. Si on prend les huiles qui sont issues des plantes ou de bactéries ou d'algues, techniquement, ça serait considéré comme vert si on les brûle. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que, à ta connaissance, tu connais du financement dans ce milieu-là? Ou est-ce que ça serait juste considéré comme quelque chose de vert, selon toi? Brûler les huiles. Ça, non, je ne pourrais pas répondre. Correct, mais je vais faire un parallèle par rapport à brûler quelque chose d'organique, par contre. Donc, si on pense de plus en plus, on fait du compost dans nos municipalités, on ramasse les restants de table, puis matière compostable, on amène ça. Dans le fond, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que lorsque la matière organique est décomposée, ça crée du méthane. Le méthane, lui, on peut le brûler pour créer de l'énergie. Donc, c'est un biogaz. Donc, ça va relâcher du CO2 dans l'atmosphère qui est 28 fois moins polluant que le méthane, selon la dernière étude que j'avais lue. Toute réserve, parce qu'on a des ingénieurs qui nous regardent. Mais, soit dit en passant, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Il y a des nouvelles usines de biométhanisation qui sont mises en place justement pour aller jusqu'à la fin, dans le fond, dans notre chaîne d'énergie, d'économie circulaire. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est juste que j'ai pensé à ça en brûlant quelque chose d'organique, mais non, c'est intéressant. Au niveau des huiles, je ne pourrais pas répondre, désolé. J'en aurais une petite dernière. Là. Il nous reste à peine une minute, donc... Ça aussi, je pense que c'est un peu large. Donc, il va falloir que j'imagine tu trouves une façon de résumer ça. Comment classez-vous la surpopulation d'un pays en termes de risque en lien avec les investissements durables? Donc, où ça tombe, ça, l'effet de surpopulation? C'est une bonne question et je dirais que ça tombe partout parce que surpopulation veut dire, surconsommation. Surconsommation des ressources naturelles. Donc là, on tombe dans l'environnement. L'agriculture durable, en passant, ça tombe dans l'environnement, dans les projets qui peuvent être financés par obligation verte. Surconsommation, on veut dire aussi trop d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on jongle aussi avec le côté environnemental. Côté social, surpopulation, on veut dire besoin d'infrastructures de santé, veut dire besoin d'infrastructures pour l'éducation, veut dire besoin d'infrastructures pour les logements sociaux. On voit la crise de logement, même ici à Montréal et dans plusieurs municipalités à travers le Canada, mais partout dans le monde. Donc, on touche à tout avec un problème de surpopulation. C'est une très bonne question, je l'aime. C'est la première fois que j'entends celle-là. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Bien, écoute, je pense qu'on arrive à la fin de la période de questions. Merci beaucoup encore une fois, Simon. Merci à tous.